Salut, c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. Vous le savez, les capsules d'Olen fait parler l'histoire et la philosophie pour éclairer l'actualité. Dans ce format, je vous propose de suivre et tirer le fil de l'actualité pour mieux comprendre ses enjeux profonds, nourrir nos réflexions et créer un impact positif. Le mois dernier, on avait décortiqué ensemble le conflit israélo-palestinien. Ce mois-ci, on va parler du débat sur l'écriture inclusive. Si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. Pour commencer, je vais vous confier quelque chose de personnel. Il y a 13 ans, j'ai rejoint une association féministe pour la première fois. Concrètement, j'avais une sensibilité féministe, mais j'y connaissais rien. J'étais plein de certitudes et de bonnes idées pour faire avancer la cause. J'avais la vingtaine, quoi. Premier contact, personne ne me connaît, je suis entouré de femmes et j'interviens dans le cercle de parole. Je comprends la lutte féministe et ses enjeux, mais justement, est-ce qu'on ne devrait pas prioriser ? Je veux dire, des femmes meurent, les violences sexistes et sexuelles sont partout, etc. Franchement, il me semble que les débats sur l'écriture inclusive ou la grammaire de tel et tel mot n'est pas une priorité. Les efforts doivent être dirigés vers les choses qui comptent vraiment. Bon, je parlais pas comme ça, mais vous avez compris. Réponse de l'une des intervenantes. Merci, jeune homme, de nous éclairer de vos lumières. Ouch. Au même moment, aux États-Unis, naissait le terme mansplaining pour désigner une situation dans laquelle un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, voire dont elle est experte, souvent sur un ton paternaliste ou condescendant. Là, en l'occurrence, je n'expliquais pas quelque chose que ces femmes savaient déjà, c'est moi qui ne comprenais rien aux enjeux féministes. Si on parle de ce sujet, c'est parce que le Sénat a adopté lundi 30 octobre une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive. Le texte de la sénatrice Pascale Gruny prévoit de bannir l'écriture inclusive dans tous les cas où le législateur et éventuellement le pouvoir réglementaire exigent un document en français. C'est-à-dire dans tous les modes d'emploi, les contrats de travail, les règlements intérieurs d'entreprise, mais aussi les actes juridiques, qui seraient alors considérés comme irrecevables ou nuls si la mesure venait à être appliquée. Les sénateurs demandent l'interdiction des mots grammaticaux constituant des néologismes tels que yel, contraction de il et elle, et seule, contraction de celle et ce. La proposition de loi prévoit aussi d'inscrire l'interdiction de ces éléments dans le Code de l'éducation, alors que leur utilisation était déjà proscrite à l'école depuis 2021 par une circulaire de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Remontons encore un peu, car en vérité, cet outil de la langue française est déjà restreint depuis 2017. Une autre circulaire, celle de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, restreignait déjà son utilisation. Celle-ci invitait les ministres, en particulier pour les textes destinés à être publiés au journal officiel de la République française, à ne pas faire usage de l'écriture dite inclusive. Ce projet vise donc à étendre cette interdiction, et la proposition a été largement adoptée lundi 30 octobre dans un Sénat dominé par la droite. Pour le moment, cette loi n'ira pas plus loin, et rien n'assure cependant qu'elle sera reprise par l'Assemblée. Son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée n'est pas prévue et une proposition similaire du Rassemblement national a en effet été retirée en cours d'examen en octobre alors qu'elle se dirigeait vers un rejet. Dans la même journée, lors de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron s'est positionné contre cet usage. C'est pour cela aussi qu'il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, et j'y reviendrai tout à l'heure, de continuer à inventer, mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps
Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots ou des tirets ou des choses pour la rendre visible. Merci, Monsieur le Président, de nous éclairer de vos lumières. Pour quelqu'un qui avait fait du combat féministe la grande cause de ses quinquennats, c'est problématique. En une phrase, vous venez d'invisibiliser un siècle d'efforts théoriques pour transformer la situation des femmes. Parce qu'en réalité, tenir ce langage, neutre, ce pseudo-universalisme abstrait, c'est reconduire un système de domination dans l'universel, un type de métaphysique abstraite que nous sommes nombreuses et nombreux à vouloir combattre. Si vous avez déjà écouté le dialogue intitulé « Où sont les philosophesses » avec Léontine Zanta en 1914, alors vous allez reconnaître ce qui suit, puisqu'on en a déjà parlé. Dans notre langue française, nous avons appris à penser dans une langue qui valorise le masculin et nous habitue à sa prédominance, qu'il s'agisse d'une majorité quantitative ou qualitative. On dit que le langage est masculino-centré, c'est-à-dire qu'il est centré exclusivement sur le masculin, comme lorsqu'on dit en français « les femmes et les hommes sont égaux et non égales ». Autrement dit, on vit dans une hallucinante asymétrie sexuelle de la grammaire. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, comparez les féminins et masculins des termes usuels qui concernent les métiers ou les titres de compétences sociales. Votre femme, par exemple, comment l'appeliez-vous sur les bancs de l'école ? Mademoiselle le professeur ? Si je dis Brigitte Macron, la première professeure du petit Emmanuel, c'est plus noble. La première maîtresse du petit Emmanuel ? Oups, c'est embarrassant, mais pourtant vraiment indispensable pour transformer les catégories de la langue, les assouplir, nous les approprier, plutôt que d'être incorporés par elles. Cette invisibilisation concerne toutes les minorités, les pauvres aussi bien que les racisés, les fous comme les handicapés, les imperceptibles, intolérables ou les gens de rien. C'est vrai, d'où vient qu'on adresse à une telle madame le directeur d'université alors qu'on réserve directrice aux activités subalternes, comme une directrice de crèche ou d'école maternelle? La vérité, c'est que cette asymétrie témoigne d'un processus de subordination et fossilise des situations d'assujettissement. Tout ça peut vous paraître anecdotique, Monsieur le Président, mais s'avère décisif au niveau de nos représentations, c'est-à-dire nos manières de penser, mais aussi de nos représentativités, c'est-à-dire la place que nous sommes susceptibles d'occuper lorsque nous sommes marqués femmes ou hommes, et les moyens linguistiques que nous avons pour faire bouger ces statuts. Je comprends pas, vous n'avez pas soi-disant étudié la philosophie avec Paul Ricoeur, vous? Mais de quoi vous parliez au juste? Il ne vous a pas dit que Benveniste, Nietzsche, Wittgenstein ont tous trois démontré la solidarité de la métaphysique et de la grammaire? La grammaire véhicule des ontologies implicites. Réfléchissez. C'est dans les mots que nous pensons, n'est-ce pas? Et ce qu'on peut dire organise et délimite ce qu'on peut penser. Logique. Ça veut dire que notre manière de penser n'est non pas conditionnée, mais bien dépendante de sa forme grammaticale. Alors non, la déclinaison de l'universel au masculin n'est pas neutre, ne va pas de soi, même si nous toutes et tous, nous avons appris à parler de l'homme en général. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on aurait aimé vous entendre dire? Que ces petits points au milieu des phrases ont une utilité réelle, que nous devrions nous habituer à féminiser, à bannir les masculins de valorisation, et parler d'écrivaines, de médeciennes, de doctoresses, de philosophesses, aussi facilement que de musiciennes ou de comédiennes, même si ces termes sont moins courants. Émasculiniser, désuniversaliser et contextualiser, une nouvelle langue pourrait apparaître alors. Elle serait plus représentative et accessible non seulement aux femmes et aux hommes, mais aussi à toute la population, dans sa grande et riche diversité, en vue de fournir à chaque personne les outils nécessaires pour interroger et critiquer le réel. J'en profite pour vous faire connaître Hubertine Auclair, que j'aime beaucoup. Cette féministe française du XIXe siècle a joué un rôle important dans le mouvement suffragiste en France et a été une défenseure ardente des droits des femmes et des enfants.
Sa contribution au mouvement féministe en France a été significative et elle est reconnue comme l'une des pionnières du combat pour l'égalité des sexes dans le pays. Hubertine Auclair était également une militante en faveur de la réforme de la langue française, pour rendre son utilisation plus égalitaire entre les sexes. Elle s'opposait à l'utilisation de formes grammaticales exclusivement masculines pour désigner les deux sexes. Elle a plaidé en faveur de l'utilisation de termes génériques englobant les deux sexes afin de promouvoir l'égalité femmes-hommes, même dans la langue. Elle pensait à juste titre que la manière dont la langue était structurée pouvait influencer la façon dont la société percevait les rôles et les statuts des hommes et des femmes. Sa perspective sur la réforme de la langue était donc une extension naturelle de son engagement en faveur de l'égalité des sexes dans tous les aspects de la société, y compris la manière dont la langue française était utilisée et comprise. Même si ces idées n'ont pas été largement adoptées à son époque, elles ont contribué au débat sur le langage inclusif et l'égalité des genres qui continue de nos jours. On a dit que pour la droite, d'une manière générale, l'écriture inclusive est contraire à l'inclusion. Pour Cédric Vial, rapporteur du texte rattaché au groupe LR et présenté au Sénat, l'écriture inclusive constitue une pratique qui est justement contraire à l'inclusion. Il a ajouté auprès de l'AFP que les plus impactés par son utilisation sont en effet les personnes en situation de handicap et d'illettrisme ou atteintes de dyslexie. C'est une contrainte supplémentaire. Pour inclure, il faut au contraire simplifier la langue. Fin de citation. Il y a quelques années, j'ai aussi intégré des groupes masculinistes sur les réseaux pour comprendre les principales oppositions au féminisme et à l'écriture inclusive. Franchement, je vous le conseille pas, c'est hyper anxiogène. Les principales oppositions tournent beaucoup autour de l'identité et la perte de repères pour des enfants. Sinon, un argument est bien la difficulté pour les dyslexiques de se familiariser avec ces nouveaux codes de l'écriture. Disons que c'est un argument qui revient souvent et qui peut s'entendre. Eh bien, puisque ces politiques se découvrent soudainement une sensibilité pour les dys, voyons tout ça de plus près. Selon la Fédération française des dys, la dyslexie est une altération spécifique et significative de la lecture. Lorsque ces difficultés concernent la production d'écrit et de l'orthographe, on parle plutôt de dysorthographie. Ces troubles apparaissent dès les premiers moments de l'apprentissage sous la forme d'une difficulté à maîtriser le stade dit alphabétique de l'apprentissage de la lecture. Au stade suivant, le trouble se manifeste par une incapacité à mémoriser la forme visuelle des mots et à les reconnaître globalement. C'est le stade orthographique. Ceci entraîne une lecture généralement hésitante, ralentie, émaillée d'erreurs. L'orthographe, qui normalement se développe au fur et à mesure que s'automatise la reconnaissance globale des mots, est touchée. Bon, en somme, ces troubles peuvent être handicapants. Et on cherche apparemment de nouvelles voies pour les inclure dans le langage. Le choix des mots est important. L'argument cité plus haut, qui consiste à dire que l'écriture inclusive est contraire à l'inclusivité, car elle ne tient pas compte des dys, vous crée un nœud dans le cerveau, et c'est normal. C'est un comble, et presque malhonnête intellectuellement d'utiliser cet argument, parce que ça revient à dire on ne peut pas adopter une forme d'écriture inclusive parce qu'elle n'inclut pas cela. Ce sont les mêmes qui disent qu'on ne peut pas tenir compte de toutes les minorités, sinon on ne s'en sort pas. Est-ce une raison pour ne pas modifier certaines règles grammaticales? Peut-on concilier inclusion du genre et inclusion des dys? Puisque les troubles dys concernent l'inversion ou la confusion entre certaines lettres de l'alphabet, l'une des premières demandes de ces personnes concerne la police d'écriture. La police d'écriture la plus largement utilisée, et établie comme une norme, est la police Times New Roman. Mais cette police, pour les dys, crée la confusion. Parmi les polices formelles et sans fioriture, recommandées largement par les dys, il y a notamment Arial, Avenir, Helvetica, Lucida, Tahoma, Verdana. Ces polices sont régulièrement utilisées par les dys et fonctionnent dans de nombreux cas. La police Verdana étant la plus souvent utilisée pour sa simplicité à déchiffrer, c'est la police que j'utilise dorénavant dans toutes mes newsletters. Mais ça ne résout pas notre problème des points
au milieu des mots. Si vous me suivez depuis longtemps, sur les réseaux ou dans les newsletters, vous avez sûrement remarqué que j'utilise beaucoup l'écriture inclusive. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi l'écriture inclusive est importante, et j'espère surtout que j'ai réussi à bien expliquer ce point fondamental, ce qu'on ne dit pas n'existe pas. Après, Yel ou pas Yel, c'est une autre question. Je voudrais simplement montrer qu'il existe d'autres voies. Par exemple, personnellement, j'ai encore du mal à intégrer Yel, à l'écrit comme à l'oral. Alors, je dis il et elle, qui est à conjuguer au masculin pour l'instant. C'est simple et il n'y a pas de point, nulle part. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas ce que je voudrais, mais au moins il y a une prise en compte de cette revalorisation du féminin, et ça élimine la difficulté potentielle pour les 10. Le fait d'ajouter homme-femme est encore une solution simple qui permet d'éviter des points au milieu des mots pour les ardents défenseurs homme-femme de la langue française. D'ailleurs, les entreprises optent généralement pour cette solution, même si elles ne conjuguent pas par la suite. Sur des offres d'emploi, vous trouvez systématiquement « cherche tel métier homme-femme » et de plus en plus « cherche tel métier homme-femme non-binaire ». Qu'est-ce qui pourrait être fait si on voulait vraiment inclure les 10 ? Je vous partage cette citation d'Alfred Dutens dans son étude sur la simplification de l'orthographe en 1906. Il dit « De toutes les orthographes européennes, la pire est certainement l'anglaise, mais après elle, c'est sans conteste à la française que revient la palme dans ce concours d'absurdité. » Fin de citation. Voilà ce qui me paraît malhonnête dans cet argument des 10. On est toutes et tous d'accord pour dire que la langue française a une certaine complexité. Alors pourquoi ne pas rendre son orthographe et sa grammaire plus simples ? Des propositions ont été faites en ce sens dans l'histoire de la langue française. Et encore une fois, si ces personnages politiques se découvrent aujourd'hui subitement une sensibilité pour la cause des 10, pourquoi ne pas rouvrir carrément ces débats ? Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la question de la réforme de l'orthographe française a suscité de vifs débats parmi les intellectuels, les écrivains et les linguistes hommes-femmes. Plusieurs personnalités marquantes, pour n'en citer que quelques-uns, ont pris position en faveur d'une simplification de l'orthographe, arguant que les règles complexes et les nombreuses exceptions rendaient la langue française difficile à apprendre et à enseigner. Parmi les personnages marquants de cette époque, on peut citer Leonard Chodzko. Ce linguiste et orientaliste d'origine polonaise a été l'un des premiers à plaider en faveur d'une simplification de l'orthographe française. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, proposant des réformes pour rendre l'orthographe plus phonétique. Ensuite, Louis Havet, philologue et professeur de grammaire comparée. Havet a également participé au mouvement en faveur de la simplification de l'orthographe. Ses écrits ont influencé le débat et ont contribué à la prise de conscience de la nécessité d'une réforme. Et enfin, Paul Passy, linguiste français et défenseur actif de la réforme orthographique. Il a cofondé la Société pour la simplification de l'orthographe en 1901 et a élaboré un système phonétique du français qui a été utilisé comme base pour la réforme de 1990 en France. Au début du XXe siècle particulièrement, des pédagogues anarchistes comme Madeleine Vernet ou Émilie Lamotte ont déjà tenté de concilier précisément la simplification de l'orthographe et l'inclusivité de la grammaire. Pour vous donner une idée, c'est de la pure phonétique, ça ressemble beaucoup au langage SMS. Beaucoup diront que cette proposition paraît un peu extrême, mais reconnaissons qu'elle a le mérite d'exister. En vérité, ce n'est pas vraiment du langage SMS, c'est en fait une écriture très codifiée, basée sur la prononciation et avec ses propres règles de grammaire. Elle est plus simple pour les enfants et très inclusive des personnes. Malgré les efforts de ces intellectuels, ces pédagogues, la résistance à la réforme était elle aussi significative tout au long du XXe siècle. Des écrivains et des académiciens, très attachés à la tradition orthographique, s'opposaient à tout changement majeur. Des réformes ou rectifications de l'orthographe ont bien été mises en place en France en 1990, en Allemagne en 1996 ou en Suisse en 2021,
mais elles n'en sont pas véritablement. Les modifications concernent en moyenne un seul mot par page. Ce qui est en jeu, dans l'idée d'une simplification, et qui fait horreur aux académiciens, c'est l'idée d'appauvrir la langue française. Et à l'inverse, s'il s'agit de l'enrichir par des néologismes comme yel ou celleux, ce sera encore trop difficile, trop compliqué. Décidément, ni dans un sens, ni dans l'autre, le conservatisme majoritairement mâle, blanc, cis, hétéro, validiste, a la peau dure. Encore une fois, si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. À bientôt!